Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche, le podcast où l'on prend le temps de remonter le fil du temps, confortablement installé. Aujourd'hui, je vous propose un voyage fascinant, un plongeon dans l'Antiquité romaine à la rencontre d'un homme qui a, littéralement, forgé un empire et laissé une empreinte indélébile sur notre civilisation. Un homme dont le nom seul évoque la grandeur et la puissance, Auguste. Mais avant d'être Auguste, l'empereur vénéré, il y a eu Octave. Et croyez-moi, l'histoire de ce jeune homme, de sa naissance sous les étoiles troublées de la République agonisante, jusqu'à son règne majestueux, est digne des plus grands récits. C'est l'histoire d'un destin exceptionnel, tissé de ruse, de courage, de cruauté parfois, mais toujours avec une vision, celle d'une Rome unie et pacifiée. Alors, installez-vous confortablement, je vous emmène avec moi au 1er siècle avant notre ère, dans une Rome à feu et à sang, une Rome déchirée par les guerres civiles, où le pouvoir ne tenait qu'à un fil et où chaque homme de poids pouvait prétendre au trône. C'est là que notre histoire commence. Nous sommes en mars 44 avant Jésus-Christ. Jules César, le dictateur à vie, l'homme le plus puissant du monde romain, vient d'être assassiné. Son corps gît sur le sol du Sénat, percé de 23 coups de poignard. Rome est sous le choc. Le chaos menace. Les républicains pensent avoir restauré la liberté, mais ils ont surtout ouvert une nouvelle boîte de Pandore. C'est dans ce tumulte que va émerger un jeune homme, à peine 18 ans. Son nom, Caius Octavius. Il est le petit-neveu de César, un jeune homme de bonne famille, élevé avec soin, mais que personne ne voit comme un futur leader. Il est plutôt frêle, souvent malade, pas du tout l'image du soldat ou de l'orateur flamboyant. Mais César, qui avait l'œil pour le talent et le potentiel, avait vu en lui quelque chose de spécial. Il l'avait discrètement préparé, emmené en campagne, et surtout, il l'avait désigné comme son principal héritier dans son testament. Et là, mes amis, c'est le premier coup de théâtre. Quand le testament est lu, c'est la stupeur. Non seulement Octave hérite d'une fortune colossale, mais César l'adopte à titre posthume. Octave devient Caius Julius Caesar Octavianus. En clair, il est le fils de César. Imaginez le tableau. Un gamin, face aux géants de la politique romaine, comme Marc-Antoine, le fidèle bras droit de César, qui pensait bien récupérer le manteau du maître. Antoine, le vétéran aguerri, voit ce jeune homme comme une mouche agaçante, un enfant qui ne comprend rien aux affaires des grands. Il va le mépriser, le sous-estimer, et c'est une erreur qu'il paiera cher. Octave, lui, malgré son inexpérience apparente, n'a pas froid aux yeux. Il arrive à Rome et, avec une audace incroyable, réclame son héritage. Il emprunte de l'argent, s'attire le soutien des vétérans de César, qui voient en lui la continuité de leur général adoré. Il commence à se forger une clientèle, à nouer des alliances. Et surtout, il sait se montrer patient, attendre son heure, observer. La première partie de son ascension est une véritable partie d'échec politique. Il va jouer de toutes les divisions, se rapprocher du Sénat, qui voit en lui un contrepoids à l'ambitieux Antoine. Le grand orateur Cicéron, ardent défenseur de la République, le soutient même, espérant le manipuler. Il qualifie Octave de « jeune homme qu'il faut louer, honorer et élever », mais il le voit surtout comme un instrument, un moyen de se débarrasser d'Antoine. Là encore, erreur de jugement. Octave n'est l'instrument de personne. Rapidement, les choses dégénèrent. Les affrontements armés reprennent entre les différentes factions. Octave, qui a levé sa propre armée grâce à la fortune de César et à son charisme naissant, se retrouve aux côtés des forces du Sénat contre Antoine. Mais une fois Antoine battu, Octave montre son vrai visage. Il ne veut pas être un simple pion. Il se retourne contre le Sénat, exige le consulat, marche sur Rome avec ses légions. On le lui accorde, évidemment. C'est là qu'il va former ce que l'histoire retient comme le second triumvirat. Une alliance à 3 têtes, une sorte de dictature collégiale, avec Marc-Antoine et Lépide, un autre général de César. Mais attention, cette alliance n'est pas une histoire d'amitié. C'est une alliance de circonstances, une entente pour partager le pouvoir et surtout, pour purger la République de ses ennemis. Et là, mes amis, nous entrons dans la période la plus sombre de la vie d'Octave. Les triumvirs dressent des listes de proscription, de véritables listes noires. Des milliers de citoyens romains, sénateurs, chevaliers, sont condamnés à mort, leurs biens confisqués. C'est une période d'une violence inouïe. Octave, le jeune homme que l'on disait si frêle, se montre impitoyable. Il n'hésite pas à sacrifier des milliers de vies, y compris celle de Cicéron, son ancien protecteur, livré à la vengeance d'Antoine. C'est une démonstration glaçante de sa détermination, la fin justifie les moyens. Cette période de terreur permet aux triumvirs de consolider leur pouvoir et de financer leurs armées. Car il reste un problème majeur, les assassins de César, Brutus et Cassius, qui ont fui en Orient et y ont levé des légions. La confrontation est inévitable. En 42 avant Jésus-Christ, les armées d'Octave et d'Antoine affrontent celles des républicains à Philippe, en Grèce.
C'est une victoire écrasante pour les triumvirs. Brutus et Cassius se suicident. La voie est libre, mais la victoire ne signifie pas la paix. L'empire est immense, et le partager entre 3 hommes, c'est impossible. Lépide, le moins influent, est vite marginalisé. Le monde romain se divise de fait entre l'Occident, contrôlé par Octave, et l'Orient, sous l'influence de Marc-Antoine. Et c'est là que l'histoire prend des allures de tragédie romanesque. Marc-Antoine, ce grand général, tombe éperdument amoureux de Cléopâtre, la reine d'Égypte. Il s'installe à Alexandrie, se conduit comme un monarque oriental, distribue des territoires romains aux enfants qu'il a eus avec Cléopâtre. Pour Rome, c'est un scandale, une trahison. Octave, lui, est à Rome. Il travaille son image, se présente comme le défenseur des traditions romaines, le gardien de la vertu. Il tisse sa toile, patiemment. Il utilise la propagande avec une maîtrise inégalée. Antoine est dépeint comme un traître, un orientalisé, un pantin de Cléopâtre. Les poètes, les orateurs, tous sont mis à contribution pour démolir la réputation d'Antoine et construire celle d'Octave. La confrontation finale est inévitable. En 31 avant Jésus-Christ, les forces d'Octave et celles d'Antoine et Cléopâtre se rencontrent au large d'Actium, en Grèce. C'est le choc des titans. La bataille navale d'Actium est une victoire éclatante pour Octave. Antoine et Cléopâtre s'enfuient en Égypte, poursuivis par les légions victorieuses. L'année suivante, encerclés à Alexandrie, ils se suicident. Le chemin est désormais libre. Octave est le maître incontesté de Rome. Le monde entier est à ses pieds. Mais que faire maintenant? Revenir à l'ancienne République? Le chaos des guerres civiles a montré que c'était impossible. Instaurer une nouvelle dictature? Le souvenir de César est encore trop frais, le risque d'un nouvel assassinat trop grand. Octave est un fin politique. Il ne va pas prendre le pouvoir, il va faire semblant de le rendre. Et c'est là son coup de maître. En 27 avant Jésus-Christ, devant le Sénat, il déclare qu'il rend tous ses pouvoirs et rétablit la République. C'est un coup de génie. Le Sénat, soulagé et reconnaissant, lui confère alors des honneurs exceptionnels. Il est proclamé princeps, le premier citoyen, une position qui lui donne une autorité morale immense sans être officiellement un monarque. Et surtout, il reçoit un nouveau nom, Auguste. Un nom qui signifie vénérable, sacré, un nom qui élève l'homme au-dessus du commun des mortels. Caius Octavius est mort, vive Auguste. À partir de ce moment, Auguste va méthodiquement construire les fondations d'un nouveau régime. Il n'est pas un empereur au sens moderne du terme, avec une couronne et un trône. Non, il est un citoyen exceptionnel, qui cumule des pouvoirs républicains. Le commandement des armées, imperium proconsulaire *, le pouvoir des tribuns de la plèbe, qui le rend sacré et inviolable, et lui permet de s'opposer à toute décision, la censure, et bien d'autres. Il contrôle l'armée, les finances, la politique étrangère, et la plupart des nominations importantes. La République est maintenue en façade, avec ses magistrats et ses assemblées, mais la réalité du pouvoir réside entre les mains d'un seul homme. Et le plus étonnant, c'est que ça marche. Rome est l'as des guerres, elle aspire à la paix et à la stabilité. Auguste leur offre la Pax Romana, une paix qui va durer plus de 2 siècles. Son règne, de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ, est l'un des plus longs et des plus prospères de l'histoire romaine. Sous Auguste, Rome connaît un âge d'or. Il pacifie les frontières, étend l'empire, mais avec prudence. Il réorganise l'administration, crée un véritable service de police et de pompiers pour Rome, construit des routes, des aqueducs. On dit qu'il a trouvé une ville de briques et en a laissé une de marbre. Il lance de grands programmes de construction, embellissant la capitale avec des temples, des forums, des théâtres. Le forum d'Auguste est un chef-d'œuvre architectural, symbolisant la nouvelle ère de grandeur. Il est aussi un immense mécène. Les plus grands poètes, comme Virgile, l'auteur de l'Énéide, Horace, et Tite-Live, sont soutenus par lui ou son ami mécène. C'est une floraison culturelle sans précédent, une période où l'art et la littérature sont au service de la nouvelle idéologie impériale, célébrant la paix, la grandeur de Rome et les vertus de la famille impériale. Auguste s'intéresse aussi aux mœurs. Il promulgue des lois pour restaurer la moralité publique, pour encourager le mariage et la natalité, lutter contre le luxe excessif. Il se présente comme le restaurateur des anciennes vertus romaines, une figure paternelle pour tout l'Empire. À sa mort, en 14 après Jésus-Christ, à l'âge de 76 ans, il est divinisé. Son culte se répand dans tout l'Empire, renforçant l'unité et la loyauté envers la famille impériale. Il a transformé la République en un empire, sans jamais porter le titre de roi ou d'empereur au sens monarchique. Il a créé un système politique qui allait perdurer, avec quelques ajustements, pendant des siècles. L'histoire d'Auguste, c'est l'histoire d'un homme qui, parti de rien, ou presque, a su naviguer les eaux tumultueuses de la politique romaine, affronter des adversaires redoutables, et finalement, imposer sa vision du monde.
C'est le récit d'un stratège hors pair, d'un maître de la propagande, d'un bâtisseur et d'un législateur. Il était impitoyable quand il le fallait, mais il savait aussi être pragmatique et visionnaire. Son héritage est colossal. La Pax Romana, l'organisation administrative de l'Empire, la floraison artistique et littéraire, tout cela est directement lié à son règne. Il n'a pas seulement régné, il a refondé Rome. Son œuvre a jeté les bases d'une civilisation qui a marqué l'Occident pour les 2000 ans à venir. Alors, la prochaine fois que vous croiserez le nom d'Auguste, ou que vous verrez une statue de ce grand homme, rappelez-vous le jeune Octave, frêle mais ambitieux, qui a défié les géants de son époque et a sculpté le destin d'un empire. N'est-ce pas fascinant de voir comment un seul homme peut, par sa volonté et son intelligence, changer le cours de l'histoire? Et c'est sur cette note que je vous quitte pour aujourd'hui. J'espère que ce voyage dans le temps vous aura plu et vous aura donné envie d'en apprendre toujours plus sur ces figures qui ont façonné notre monde. Merci de votre fidélité à l'Historien du Dimanche. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.